certains le savaient déjà, mais la réalité là, a été très visible au moment du confinement. Alors est-ce que ça a été bien géré? C'était difficile parce que rien n'était préparé, ou plutôt personne n'était préparé à cette situation. Alors les infrastructures techniques ont été un peu malmenées, mais finalement tout s'est plutôt bien passé. Et puis les enseignants ont été extrêmement déterminés à maintenir la relation pédagogique avec leurs élèves. Ils ont fait comme ils ont pu, c'est-à-dire peu préparés, mal préparés, mais ils ont quand même fait, ils ont fait des choses tout à fait intéressantes. Et finalement, on pourrait dire certains pourraient dire qu'on a limité les dégâts, mais c'est mieux que ça. En revanche, on aurait pu faire mieux, on pourrait faire mieux à l'avenir, on pourra faire mieux en se préparant mieux et en particulier en formant les enseignants. Alors, la question des compétences numériques des uns et des autres est prise en compte, mais pas suffisamment. Alors, c'est vrai que certaines tranches d'âge en particulier sont bien concernées, ce sont des problèmes d'éducation aussi. Mais pour les jeunes, c'est la même chose. Pour les jeunes, c'est la même chose. Les adolescents, les jeunes en général, les adolescents en particulier, ont des compétences qui sont liées à leur utilisation très intensive, presque tous, très intensive du numérique. Et leurs compétences sont limitées aux compétences qu'ils ont pu construire avec l'usage qu'ils font des réseaux sociaux, de certains jeux et de certains outils de communication. Et ça n'est pas suffisant pour être un élève efficace et un citoyen éclairé aujourd'hui. Il faut d'autres compétences, et celles-ci, ces autres compétences, elles sont mal distribuées socialement. Il y a les enfants qui ont la chance d'être nés dans des familles qui peuvent bien les accompagner, et d'autres qui n'ont pas cette chance et qui sont en difficulté. Et la solution de ce problème ne peut être que l'école. Et l'école porte une très grande responsabilité pour finalement, non pas se substituer aux familles, mais compléter l'action éducative des familles pour que tous les enfants disposent de cette éducation dont ils ont besoin. Certains l'imaginent, mais moi je n'imagine pas que l'on puisse avoir une école sans la présence physique ou à distance, hein, la présence des enseignants, de l'équipe éducative, les relations que ça suppose, l'intelligence humaine de la relation pédagogique, et puis tout ce qui incarne finalement l'éducation et qui ne peut pas passer par la machine. Je pense qu'on doit légitimement en avoir peur, euh, alors que ces technologies sont réellement intéressantes pour l'éducation. C'est-à-dire qu'elles peuvent, et c'est le cas de plus en plus fréquemment, apporter aux enseignants une aide considérable pour qu'ils puissent, les enseignants, mieux enseigner, et en particulier mieux différencier, individualiser l'enseignement en fonction des besoins des élèves. Pour autant, ceux qui imaginent encore une substitution où l'intelligence artificielle remplacerait l'enseignant, ce qui peut être le rêve de certains idéologues ou de certaines entreprises, eh bien, est vain. Bien évidemment que c'est de ça dont nous pourrions avoir peur, mais que c'est aussi ce qui ne va pas arriver. En fait, ce sont des techniques qui sont assez nombreuses et assez diverses, dont certaines posent des problèmes, dont le problème que vous évoquez de biais dans l'apprentissage des algorithmes, que font les algorithmes à partir des données qu'on leur propose. Donc là, il y a une responsabilité. C'est pas la machine, c'est pas la technique qui serait coupable de quoi que ce soit. C'est l'usage qu'on en fait, et les données que l'on présente à un algorithme d'apprentissage, eh bien, conditionnent évidemment le comportement de cet algorithme. Donc il revient à ceux qui nourrissent l'algorithme de choisir des données qui ne présentent pas ces biais de représentation de la diversité des élèves, par exemple. Ça a été très très bien montré. Cela, c'est bien connu des informaticiens. Et ça n'est pas un obstacle théorique ou technologique. C'est une difficulté toute humaine, celle-là. Alors, les techniques numériques sont très utiles au lycée professionnel. Les techniques qui se développent aujourd'hui, notamment celles de la virtualisation, celles de la simulation 3D, sont extrêmement intéressantes pour les apprentissages des gestes professionnels. C'est très intéressant parce que pendant longtemps, on se disait que le numérique ne pouvait pas grand-chose pour l'apprentissage professionnel des gestes professionnels. Et les nouvelles techniques de représentation 3D immersive
font que on peut proposer aux élèves des situations d'apprentissage de gestes professionnels totalement inédites. Je vous donne un exemple que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Dans un lycée professionnel des métiers de l'automobile, l'apprentissage de la peinture des carrosseries dans les usines de construction automobile. Et l'apprentissage du peintre carrossier est un apprentissage très coûteux, parce que la peinture coûte cher, déposer la peinture coûte, la retirer pour recommencer aussi, et l'apprentissage en réel, concret, peu répéter, on peut pas vraiment le répéter, c'est trop compliqué, trop cher. Et là, environnement virtuel immersif pour le faire permet de répéter, de voir l'effet des gestes que l'on a, de recommencer autant de fois que nécessaire. C'est un apport considérable.